10 ans après son premier récit coup de poing intitulé « Le monstre », la comédienne et autrice Ingrid Falaise vient nous parler d'un pan regrettable de l'histoire du Québec avec son nouvel ouvrage « Fille-mère », librement inspiré d'un fait vécu. Salut Ingrid. Salut. Ingrid, ce livre a une dimension toute personnelle. C'est l'histoire de Marie qui, dans les années 60, se retrouve enceinte à 14 ans. On la cache dans un couvent pour cacher sa grossesse avant de lui arracher son bébé. D'emblée, pourquoi tu t'intéressais à ça? Ben parce que ça m'a été raconté, puis parce que c'est une injustice. Puis les injustices, ben moi, j'ai fait éclater au grand jour. Ça passe juste pas. Ouais. J'avais besoin qu'on soit au courant. Moi, j'étais pas au courant que ça existait, ce pan de notre histoire, puisque les femmes ont vécu au Québec, puisque ma belle-mère a vécu, la mère de mon chum, la grand-mère de mes enfants. Qui a inspiré, dans le fond, l'histoire, là. C'est ta belle-mère, c'est ça? Oui, tu sais, pour la genèse, en 2017, il y a une loi qui est sortie au Québec qui faisait en sorte que les enfants issus de l'adoption avaient droit de connaître leurs origines si le parent biologique donnait accès. Donc, en 2017, ma belle-mère nous convoque à la maison. Puis, je suis certaine qu'elle va nous annoncer qu'elle a une récidive de cancer parce qu'elle a eu le cancer 20 ans plus tôt. Puis, on se fait convoquer. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ça a l'air sérieux, là. Bien, c'est vraiment sérieux. Puis, c'est là qu'elle nous a annoncé qu'à l'âge de 14 ans, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc, mon chum a de la fratrie et elle a été retrouvée. Donc, elle n'avait pas le choix de nous l'annoncer. Si cette loi-là n'avait pas passé, ben elle aurait sûrement enterré ce secret-là comme la plupart des femmes font parce qu'elles ont honte. Puis elles étaient entretenues dans cette honte-là, dans le silence. Tu sais, on les envoyait dans des couvents, dans des chalets, dans des sous-sols, dans des garde-robes. Tu sors pas, il y a personne qu'il faut qu'il te voie parce que c'est honteux. Puis tu sais, c'est terrible de juste vivre une grossesse, là. T'as jamais été enceinte, là, mais moi, pas encore. Ça va peut-être arriver, on ne sait pas, de nos jours. On se croise les doigts. Mais tu sais ce que c'est. En même temps, tu as des enfants, puis juste vivre un accouchement, c'est énorme. C'est énormément de changements, de bouleversements au niveau psychologique, dans le corps. Tu sais, je veux dire, tu crées la vie, là, c'est énorme. Mais imagine, tu as 14 ans. Tu sais, ta fille, elle a quel âge? Justement, 14 ans. Ben, c'est ça l'affaire. À 14 ans, t'es envoyé loin de ton nid, loin de ton cocon, loin de tes parents, puis va vivre ton accouchement, puis après ça, tu sais, de façon honteuse, puis après ça, accouche dans la honte, puis on va te lacérer la peau, puis on va te dire, il faut que tu souffres pour que tu t'en rappelles, petite dévergondée, puis que tu recommences plus jamais. Mais la fille, là, elle a peut-être été violée, elle a peut-être tombée enceinte à cause de l'inceste, puis tu lui dis ça, puis tu y arraches son bébé, puis après ça, rentre à la maison, puis soigne pas tes traumas. Ben c'est ça, fille-mère, c'est ce que je dénonce. C'est un bon résumé, hein? On dirait que tu l'as écrit, ce livre-là. Ben oui, je l'ai écrit. Mais tu parles de honte beaucoup, puis je sais que c'est un thème qui revient, c'est la honte même de se retrouver, là, il faut se transporter dans le Québec des années 60 où la religion était bien présente, fait que t'as la honte d'avoir, de tomber enceinte quand t'es jeune, hors mariage. Puis je veux juste faire une parenthèse. Là, années 60, les jeunes qui nous écoutent, là, ils font comme, tu sais, c'est vieux, ça. Puis non, c'est pas vieux, là. C'est hier. C'est hier. La mère de mon chum est décédée d'un cancer de la gorge à 70 ans. C'est tout jeune. Je veux dire, tu sais, c'est jeune. C'était pas en noir et blanc. C'est pas il y a 300 ans. C'est hier. Puis, par rapport aux jeunes moi, je veux tellement qu'on ouvre les yeux sur ce pan de notre histoire parce que, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe concernant le droit à l'avortement, concernant le masculinisme toxique qui prend de plus en plus d'ampleur, les tradwives qui commencent à ressurgir d'un peu nulle part, puis là, la religion qui revient, puis le conservateur. Mais il y a un retour, puis moi, ça me fait vraiment, vraiment peur. J'avoue. La honte de le porter, mais la honte aussi après de pas être occupé de cet enfant-là. J'imagine ta belle-mère a vécu ça, l'espèce de culpabilité toute sa vie de pas avoir été là. De pas avoir été là. De pas, tu sais, il y a certaines femmes qui réussissaient à payer un petit peu pour que l'enfant reste à la crèche, tout à coup, qu'elles réussissent à aller le rechercher. Dans le coffre-fort, là, quand elle retrouve ça, là, Marie. Absolument, tu sais, fait que il y a tout plein de traumas, la honte d'avoir été la honte de la famille, d'être tombée enceinte. Tu sais, tout était honteux, puis c'est Jeannette Bertrand qui le dit dans son nouveau livre, puis dans les entrevues aussi. C'était honteux d'avoir
d'avoir du plaisir, c'était honteux de danser, c'était honteux de... T'avais le droit de rien faire à cette époque-là, puis ça fait même pas 100 ans, là, tu sais. Fait que c'est... Puis les gars, c'était autre chose. Les gars, ils restaient impunis. Eux, ils violaient. Eux, bon, ils pouvaient faire l'amour, puis il n'y avait aucun problème, puis la fille tombe enceinte, puis ils n'ont aucune répercussion, puis ils continuent leur vie. Boys will be boys, là, un peu, là, tu sais. Exact, tu sais. Puis l'Église, c'est un boys club aussi. Fait que c'est tout ça que je déplore, puis que je décris, mais de façon... c'est le fun à travers le livre parce qu'on s'attache à Marie, puis tu l'as lu. Puis c'est pas juste dans un livre d'histoire où tu fais comme, bon, on lit un fait, là, puis avec Fée-Mère, on aime le personnage, on comprend ce qu'elle a vécu, on s'attache, puis on l'humanise. Fait que c'est un pan de notre histoire qu'on peut sentir, qu'on peut comprendre, puis on l'humanise, tu sais, puis ça me touche beaucoup. On te sent très investi dans ton sujet. À peine. Ça te tient à cœur. Juste un peu. En entrevue à Mario Dumont, tu t'es indigné sur le fait de ne pas être au courant que le phénomène existe, que tu voulais faire résonner cette histoire-là. Tu disais toi-même que la honte change de camp. Oui. Qu'est-ce qu'on sait, dans le fond? Parce que là, moi, j'avais déjà entendu parler qu'on cachait des gens, tout ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est le système qui est érigé? Est-ce qu'on a pu quantifier ce phénomène-là au Québec? Oui, c'est 250 000 enfants. 250 000 enfants? Des filles-mères au 20e siècle, ce qui est énorme. Puis ça, c'est les enfants dont on connaît l'identité. Après ça, il y a plein d'affaires que j'ai découvert par la suite. Là. Il y a des enfants qui étaient euthanasiés à la naissance avec du chloroforme, puis ça, on le sait pas. Après ça, il y a des filles qui se défenestraient, qui se suicidaient. Je veux dire, c'est terrible ce qu'ils ont vécu dans le les récit, couverts. Il y a une histoire. Ben, je veux pas tout voler les punchs, là, mais il y a quand même plusieurs scènes. Tout ce que j'ai découvert, en fait, existe dans le livre. Okay. Parce que c'est ça qui est indignant. C'est que c'est d'être tu sais, qu'on t'aide pas par rapport à ta grossesse, qu'on t'éduque pas, qu'on t'enlève ton nom, ton identité, on t'appelle humiliance, fructueuse, damnée, on change ton nom. Tu sais, c'est un peu comme les servantes écarlates. Exactement. Là. Écoute, ça, je vais revenir là-dessus parce que ça m'a vraiment marqué. Est-ce que ça, c'est authentique? Donc, on débaptisait les... Donc, Marie perd son nom, on l'appelle humiliance. Oui. Il y avait Jean-François Nadeau, il a fait au 15-18 un court reportage là-dessus, tu sais, où il y a les mêmes propos que moi. J'ai lu un rapport parce que ce que je souhaite dans un futur rapproché, c'est qu'on fasse des excuses publiques. Tout ça, ça se passait dans les institutions gouvernementales. Ouais. Mais les sœurs, les religieuses, étaient exécrables avec les filles-mères. C'était « on va te flageller de mots, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu sois à quatre pattes en train de laver le plancher, puis tu sais, toute la journée, là, tu ne sers qu'à une chose, expier ta faute. Imagine! Expier ta honte, puis t'en aller à la maison avec ta petite valise. Là. Oui, c'est ça. Puis après sans ça, ton enfant. Tu retournes à la maison sans ton enfant, puis on te dit d'oublier, d'effacer tout ça. Fait que tu sais, comment... Ça crée la société de demain. Mon Dieu. Imagine ces femmes-là aussi qui ont eu une vie par la suite, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, puis qui n'avaient pas le droit de le dire. Bien, qui n'ont pas le droit de dire que finalement, c'est pas ma première grossesse, c'est ma deuxième, tu sais. Je veux pas mélanger les traumas, mais on dirait que ça me rappelle un peu l'histoire des pensionnats, tu sais, sur l'espèce de demande de pardon aussi qu'il y a eu, tout ça. Mais c'est une autre version un peu... c'est une autre histoire d'horreur, C'est une autre histoire d'horreur qui s'est passée chez nous. Fait que je ne sais pas ce qui reste à découvrir, puis je vais le découvrir, puis je vais continuer. Parce que tu me connais, le livre ne s'arrêtera pas là, tu sais. Moi, j'ai des projets là, pour la suite des choses. Il va y avoir 3 suites, une série télé. Carte documentaire. Mais tout ça est possible parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ingrid, c'est un livre bouleversant qui se lit d'une traite. Bouleversant qui se lit d'une traite. Je l'ai lu vraiment vite. J'ai été surpris, pas que je te fais pas confiance, mais que tu as fait référence tantôt. Je suis le père d'une fille de 13 ans, 14 ans. Ça m'a quand même rentré dedans de voir un peu tu sais ça, même le rapport entre la fille et les parents. Parce que tu sais, quand tu as 14 ans, les bras de tes parents, le réconfort de ta mère, c'est encore bien important. Puis là, jusqu'à 18, 19, 20, même à 44 ans, j'appelle ma mère tous les jours. Là. Bon, ben quelqu'un qui est coupé, qui se ramasse tout seul, qui sait pas ce qui se passe, puis qui se fait littéralement arracher un bébé. Puis je pense on s'est même organisé pour que l'accouchement soit pas le fun, pour quasiment lui donner une leçon. Oui, mais on n'aidait pas les femmes là, à l'accouchement. Là. Ça, c'est écrit, là. On les laissait souffrir. Pas d'analgésique, pas de... T'es aidais pas, là. Il y a personne qui épongeait le front, il y a personne qui tenait la main et l'obstétricien faisait mal, coupait. Puis ma belle-mère, elle me l'a écrit, ça, les sévices qu'elle a vécu. Si tu me permets, j'ai un petit extrait que je vais lire. Vas-y.
qui parle justement de ça, de l'accouchement. Donc, on est en fin de chapitre. D'ailleurs, je dois dire que toutes tes fins de chapitre sont punchées. Fait que c'est pour ça que le côté, ça se lit très vite, parce que tu as le goût de savoir ce qui se passe par après. Ouais, j'écris de même. Pour nous garder en haleine. Un homme en sarrau blanc se dépêche vers mon entrejambe. Je sens une main se glisser entre mes cuisses. Il me coupe, m'entaille à froid. Le geste est brutal. Ses mains lacèrent ma peau pour que je me rappelle le péché, me dit-il. J'entends sa voix donner des directives aux infirmières. On voit la tête. Je ferme les yeux et j'agrippe le matelas. Je ne peux pas retenir mon cri. Il se marie au tien. Tu glisses vers des mains connues. Je passerai le reste de ma vie à m'ennuyer de toi. C'est intense quand même, là. Ben, c'est vrai. Puis c'est vrai pareil, parce que là, tout le long, on suit après l'histoire de Marie, à travers les années où elle s'est refait une famille puis tout ça, mais tu continues à avoir pas un enfant, 2 enfants. Il fait quoi? Il devrait être rendu à cet âge-là. Qui te tient la main? Qui t'apprend à marcher? Est-ce que tu es nourri? Qui te berce? C'est les questions qu'elle va se poser tout le long du livre. Puis ça fait référence aussi à tous les parents qui ont dû faire le deuil d'un enfant, qui ont perdu un enfant. Donc, tout le monde peut s'accrocher à cette histoire-là puis comprendre ce que ces femmes-là ont vécu, ces jeunes femmes-là ont vécu. On n'oublie pas son enfant. C'est impossible. C'est impossible. Non. Tu le dis toi-même qu'il est un petit peu romancé. À quelle teneur? Puis pourquoi l'avoir un peu romancé? L'histoire en soi est assez, j'imagine, pour bouleversante. protéger la famille, en fait, pour protéger la famille qui existe. La mère, la grand-mère de Cédric, donc la mère de Fanfan, existe encore. Elle a 95 ans. C'est pas facile, tu sais. Nous, la fratrie, on apprend tranquillement à faire des liens, tu sais. Donc, tout ça, c'est très, très, très délicat. Pour moi, c'est important de le dire que c'est librement inspiré. Il y a plusieurs... Tout est historiquement véridique, mais il y a certains pans de l'histoire qui sont librement inspirés pour protéger la famille. Tu sais, les noms ont été changés. Marie-France, bon, elle s'appelle... c'est Marie dans le livre, là, mais donc, dans les années 60, pas en 68, parce que je voulais que ça soit... je voulais avoir le passage à la Révolution tranquille. Donc, le avant, pour moi, était beaucoup plus intéressant parce que j'avais plus de viande, plus de jus pour le livre. Donc, je voulais avoir ce passage-là. Tu pouvais décrire l'austérité de l'époque aussi, le clergé, la force, les non-dits, justement, les agressions, on n'en parle pas. Donc, pour moi, c'était important de le camper dans les années 60. Sinon, ben, tu sais, de me donner aussi la liberté d'inclure plusieurs histoires. Donc, c'est l'histoire de Fanfan, oui, mais toute la littérature sur laquelle je suis tombée, je voulais être capable de l'inclure dans le livre, tu sais. La défenestration de certaines femmes quand elles se suicidaient. Tu sais, c'est des ajouts que j'ai faits par rapport à l'histoire pour qu'on sente bien tout ce qu'elles ont vécu, les filles mères. Donc, pour moi, ça, c'était très important aussi. C'est pour ça que je dis qu'il est librement inspiré. Puis pour me donner le droit d'aller dans mon imaginaire aussi, puis de créer un roman qui va être un page-turner, puis c'est en toute humilité, mais tu le dis toi-même, là, qui va être lu et qui va résonner haut et fort. Pour moi, c'était très important aussi, tu sais. Et un roman qui risque de délier les langues. Est-ce que tu vois déjà l'effet de ça? Absolument. Puis c'est ça le but du livre aussi, c'est qu'on brise le silence, puis que la honte change de camp. Moi, je reçois plein de messages. Des messages d'enfants devenus grands qui ont été adoptés, des messages de filles mères qui ont 70 ans qui m'écrivent « OK, tu sais, j'ai lu ton livre, puis c'est exactement ça que j'ai vécu. Merci, je suis pas toute seule. » Puis quand j'ai écrit Le Monstre, c'est la même chose qui s'est passé. Il y a des centaines de milliers de messages, des centaines de milliers, là. J'en reçois encore chaque jour des messages. T'en as vendu quand même énormément. Oui, c'est énormément, ça, mais c'est, en plus, tu sais, le nombre de livres qu'on vend, là, tu le multiplies parce que les gens se le prêtent maintenant beaucoup, puis il y a les bibliothèques et tout, mais j'ai reçu des messages de sœurs d'histoire qui m'ont raconté à leur tour leurs histoires d'horreur, et c'est venu valider ce que moi, j'avais vécu. Je me sentais plus toute seule. Ben, quand on est isolé, quand on est caché, on pense qu'on est seul au monde à l'avoir vécu. C'est pas out there, là. Il y a personne qui en parle, là. Il y a personne qui fait « Hey, nous autres, les filles mères, là, go, on va se parler, tu sais. » Ben non, chacune est isolée. Fait qu'en écrivant un livre comme ça qui résonne haut et fort, qui est au top des palmarès, là, ça fait en sorte que « Ah, OK, moi aussi, tu sais, le fameux moi aussi, là, ben c'est ça que ça crée en ce moment, puis c'est ça que je sens à travers mes réseaux sociaux. Ingrid, tu gères comment ce rôle d'éponge-là, justement? T'absorbes les histoires, tu fais une couple d'histoires rough, là, ben, c'est pas toujours facile, tu sais, c'est tout dans la... Il y a personne qui me demande quand ils m'écrivent « Hey, salut, est-ce que t'es disposé à écouter mon histoire aujourd'hui? » Tu sais, moi, je prends mon café le matin, puis j'ouvre mon Facebook, puis là, je commence à lire un message, puis on me dit
j'ai été violée, j'ai été ci, j'ai été ça. Tu sais, fait que c'est énorme à recevoir. En même temps, c'est dans la façon... Tu sais, souvent, les gens sont quand même assez délicats dans leur façon de m'écrire, la plupart. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Puis moi, il y a une intervenante qui m'a écrit ce matin, qui m'a dit « Hey Ingrid, tu sais, je sais que tu as répondu à une femme parce que c'est à cause de ton message qu'elle est venue dans notre maison d'hébergement, puis elle nous l'a dit. Fait que je sais que tu es intègre puis tu es authentique dans ta démarche parce que tu réponds réellement aux gens. » Ben oui, je réponds aux gens parce que tu peux pas m'envoyer ça puis je fais rien. C'est mon devoir de citoyenne, tu sais. Mais c'est pas facile de recevoir toutes ces histoires-là. Fait que j'ai un travail de protection à faire aussi, mais j'aime le monde, puis j'aime l'humain, puis je pense que je suis venue sur la Terre pour briser le silence, puis faire éclater les injustices. Puis je continue avec mon balado, là, on commence à tourner le 3 décembre, puis c'est ça que je vais faire encore, tu sais. C'est comme si c'était plus fort que moi. On va y revenir tantôt. Oui. Ça répond à ta question? Arrête de brûler mes questions d'avance, là. Mais c'est bien correct. Écoute, avec le monstre, c'est une histoire personnelle que tu as vécue. Cette histoire-là, c'est une histoire qui a été vécue par ta belle-mère, une proche. Comment elle a reçu? Comment qu'elle vit ça, elle? Elle est décédée l'année dernière. Mais elle a-tu eu le temps de voir un début de quelque chose? Oui, j'ai lu les premiers chapitres. Okay. Elle parlait plus à la fin. Tu sais, ceux qui ont lu mon livre, mais en tout cas, je veux pas voler de punch non plus, mais c'est son histoire. Tu sais, elle parlait plus à la fin, donc elle m'écrivait. Quand j'ai lu le début du livre, tu sais, elle avait les yeux ronds, puis beaucoup d'émotions. Elle t'a donné les clés de son histoire, là. Ben oui, puis c'est une promesse, tu sais, sur son lit de mort, parce qu'elle a demandé de partir en sédation. Son cancer avait pris trop d'ampleur, puis elle était rendue, gavée, puis elle avait un trou dans la gorge pour pouvoir respirer, puis elle a demandé à ce que sa vie prenne fin. Et à la toute fin, lorsque j'ai dit au revoir, c'est quand même assez particulier de dire au revoir à quelqu'un que t'aimes, tu sais. Puis elle m'a écrit c'est notre mission. C'est notre mission à toi puis moi. C'est notre mission, ce livre-là. Fais-le, continue. Tu sais, fait que c'est vraiment à sa demande, puis c'est ça qui m'a tenue. J'ai poursuivi l'écriture pour elle, puis pour toutes celles qui n'ont pas eu de voix. Donc, peu importe, c'est sûr que dans la famille, sa mère n'est pas contente, que j'aille fait éclater cette histoire-là au grand jour, mais qu'est-ce que tu veux? On va pas continuer à être entretenu dans le silence, puis j'ai l'appui de mon chum, de mon beau-frère, de la sœur de Fanfan, de la famille en général, parce que c'est le silence puis c'est la honte qui a fait vivre ça. Ben là, je suis pas d'accord qu'on reste dans cette optique-là. Puis elle non plus. C'est sa demande, fait que je vais l'honorer, tu sais. Tu l'as honorée parce qu'elle serait fiable. Moi, je pense que... tu sais, je l'entends des fois. Je l'entends rire ou, tu sais, comme là, j'ai vraiment le sentiment qu'elle est contente, ouais. Je préfère penser ça, parce que sinon, c'est assez terrible, là, mais... J'aurais le goût de rentrer dans un sujet plus, mais je veux pas non plus... Tu sais, il faut que les gens l'achètent, ton livre. Non, mais Ah oui, OK, je veux pas tout spoiler, mais il y a quand même une rencontre importante entre... Ça, on peut-tu le dire? Ou, vole pas de punch, là, mais oui, il y a des rencontres importantes. Là, tu veux savoir quoi? J'aurais aimé ça dans la vraie vie, savoir comment ça s'est passé. Tu sais, je veux dire, ta belle-mère a retrouvé finalement le fils qu'on lui a arraché. Ce que je peux te dire, c'est que qu'à travers mon livre, j'ai fait vivre ce qu'elle n'a pas été capable de vivre de son vivant. Parce qu'il faut savoir que, tu sais, à être entretenu dans la honte, puis t'es la honte de la famille, puis t'en parles pas. Il y a plein de femmes qui n'ont pas été capables d'aller à la rencontre de leurs enfants, qui n'ont pas été capables de faire ce lien-là, qui n'ont pas été, tu sais... Fait qu'il y a ce pan-là aussi, dans mon livre, c'est à travers la travailleuse sociale qu'on sent qu'il y a des femmes que, tu sais, ça se peut que ça marche pas. Elle a rencontré, et nous aussi. Puis tu vois, demain, on a un souper chez nous à la maison, puis on tisse des liens tranquillement avec puis tu sais, à mon lancement, il y avait la présence de la fratrie, fait que tu sais, il y a tout ça, mais fait que pour nous, c'est très délicat, c'est très récent, mais on a le cœur ouvert comme ça, puis demain, on ouvre on ouvre les albums photos, tu sais, puis ça, c'est le fun de pouvoir le faire, puis ça nous touche énormément. Puis c'est mon fils qui a mis les mots. Mon fils, il dit « Hey, tu sais, à qui tu parles, maman, au téléphone, tu sais? » Fait que là, j'essaie d'y expliquer. Il dit « Ben voyons, tu sais, c'est ma famille, ça! » Tu parles à mon oncle, là! Ben, tu sais, fait que le fait de le nommer, j'étais comme « Aïe, mais il y a
tellement raison. Ouais. Mais c'est gros tout ça, faire des liens. C'est très délicat, puis c'est ça, c'est le cœur ouvert qu'on le fait. Ingrid, c'est un livre qu'on lit avec une boule dans l'estomac, mais aussi avec beaucoup de frustration. Oui. Frustration contre les parents, mais en même temps, on dirait contre l'époque, parce que les parents sont le reflet d'une époque où tu as le goût de le brasser, le père, pour dire, va chercher ta fille ou la mère, mais tu sais, fait que puis une frustration aussi parce qu'il y a une agression assez violente là-dedans, c'est un euphémisme, mais il y a une agression et... Oui. On referme pas ce tiroir-là complètement par après. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez rare. D'habitude, on dirait on souhaite du mal au pas fin, mais là... j'écris pas comme ça. Non. Puis j'écris pas, je place personne dans la hargne non plus, puis je ne juge pas dans mon écriture, autant dans Le Monstre la suite que dans Fille-mère. Je pense que ça fait en sorte que tu as envie de le lire aussi, parce que t'as pas... Tu la vis, la hargne, la frustration, mais tu le sens pas que moi, je le fais à travers mon écriture, j'en veux pas à personne. Non, c'est ça. Le monstre, oui, c'est l'Église. Le monstre, c'est la société. C'est le choix des parents, mais qui n'étaient pas outillés. Puis on le comprend tout ça à travers le livre. Puis tu sais pas ce que les parents ont vécu. Tu connais pas leur passé. Tu connais pas leurs histoires. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas les outils pour être bienveillants puis être sécuritaires envers leurs enfants, puis les élever avec sécurité puis bienveillance. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas appris ça. Non. Fait que tu peux pas juger personne. Puis chaque personne que tu rencontres a leurs histoires. Puis ça, j'y crois profondément. Fait que j'écris comme ça aussi. On est indigné, on est frustré, oui, mais il n'y a pas de jugement. Puis, tu sais, moi-même, j'en ai pas de jugement. Non, puis il y a des images qui sont fortes. Il n'y a pas de règlement de compte, rien, mais en même temps, des fois, c'est juste une main sur la cuisse de c'est correct, on retourne à la maison, puis t'es comme, OK, ça veut dire bien des affaires pour... tellement. C'est ça. Pour un père qui n'a pas appris, qui n'a pas de mots, qu'on n'a sûrement jamais pris dans ses bras. Fait qu'il ne peut pas faire autre chose. Tu reviens, tu l'as ramené tantôt, tu l'as évoqué en 2017, juste revenir un peu sur l'importance de cette année-là dans les dossiers. J'aime pas le mot adoption parce que carrément, c'est des enfants qu'on a arrachés. Oui. C'est pas, tu sais, justement, tu l'expliques à travers le récit que c'est pas j'ai abandonné mon enfant plus tard, puis la mère culpabilise aussi, Marie, c'est pas moi. Non, on te force à signer. On te force à signer. Puis on le fait encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé en 2017? En 2017, il y a la loi qui est sortie, un projet de loi qui donnait accès au dossier, en fait, qui donnait accès aux origines. Donc, les parents, pas les parents, mais les enfants qui cherchaient leurs parents, si le parent biologique donnait son accord, donc ça prenait ça, l'accord du parent, tu pouvais, du jour au lendemain, avoir accès à ta mère biologique, imagine. Puis souvent, le père n'était pas présent, puis il n'était pas sur les actes de naissance. En 2024, il y a une nouvelle loi qui est passée, et là, c'est tous les enfants qui cherchent leurs parents ont droit à leurs origines. C'est un droit fondamental. Donc, même si le parent ne veut pas. Donc, là, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont retrouvé leurs parents. Mais encore une fois, c'est pas automatique parce qu'il y a des listes d'attente, puis il y a très peu d'effectifs, puis il y a très peu d'argent qui est injecté là-dedans. Fait qu'il y a des enfants qui sont devenus grands, là, qui ont mon âge, là, qui attendent, qui ça fait 1 an, là, qui attendent presque 2 ans, qui attendent d'avoir accès à leurs parents. Mais les valves sont ouvertes, du moins. C'est bien, mais en même temps, ça force celles qui ont vécu le trauma d'être confrontées à une réalité qu'elles ont tenté d'oublier. Fait qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Mais ils ne sont pas capables d'oublier, comme tu disais tantôt. Tu peux pas... Qu'elles ont tenté d'oublier. C'est ça. Mais tu veux quand même retrouver, j'imagine, la chair de ta chair. Pour ces mais il y a certaines femmes qui ne sont pas capables puis qui ne veulent pas parce que c'est des portes qui ont fermé pendant 50 ans. T'sais, à un moment donné, tu fais comme, à force d'avoir fermé, réouvrir ça réouvre aussi le trauma de l'accouchement, le trauma de la grossesse, les traumas de toute ta vie, tu sais. Fait que ça peut être violent aussi. Je pense qu'on le sent à travers le livre également. Qu'est-ce qui manquerait? Quelle démarche? Parce que là, les deux, ce qui est arrivé en 2017, en 2024, ça a l'air d'être déjà pas pire, mais qu'est-ce qui manquerait? Une accélération des dossiers, des traitements des dossiers, des excuses publiques, une reconnaissance du mal qui a été fait. Comme je le disais, ça a été... Ces actes de violence-là ont été commis dans des établissements gouvernementaux. C'est au gouvernement de se lever puis de faire comme, on va l'honorer, on va le valider, vous allez être vu, entendu et cru.
pour moi, ça, c'est une étape cruciale et que toutes les autres vérités sortent aussi, là. Tu l'évoques dans le livre, mais avant 2017, je pense que la seule façon de retrouver ton monde, c'était quasiment d'aller à Claire-Lamarche quand il y avait une émission de retrouvailles. Oui, puis ça, c'est dans le livre aussi. Claire Lamarche, elle a été précurseur, puis elle a été d'une importance majeure pour les retrouvailles. On le sait, moi, je regardais ça, là, j'adorais ces épisodes-là, je trouvais ça tellement beau. Quand ils se retrouvaient, puis là, avec les Colombo, puis ça m'a marqué beaucoup. Mais je me suis fait de la réflexion, je pensais à ma belle-mère qui regardait ça. Est-ce que je vais être retrouvée? Tu sais, imagine, là, la peur ou le désir ou le stress que ça occasionnait. Puis quand tu reçois l'appel que, OK, il te cherche, là, ça doit être... Oui, j'ai la chair de poule. Ouais. Bon, petite gorgée, là. Petite gorgée? Ouais, c'est ça. T'es bon en entrevue. Ben là, on dirait que c'est mon métier. Ah, bien, Rafi? Oui, on est d'un temps? Ouais. Je parle pas trop? Non? Comme je disais plus tôt, on t'a surtout découverte il y a 10 ans que la sortie du Monstre, une histoire de violence conjugale qui s'est déroulée en Afrique du Nord où tu vivais à l'âge de 18 ans. Tu as eu la chance de faire une espèce de paix avec ton passé tout récemment, retournant au Maroc pour participer au rallye Rose des Sables avec 250 femmes. Raconte-moi cette expérience-là. Ben écoute, c'est arrivé... Cette année, on m'a demandé d'être porte-parole, donc de briller, de porter la voix du rallye, un rallye 100% féminin, une aventure, c'est un rallye sportif, puis c'est l'empowerment des femmes, puis j'étais comme, ça se passe dans le Sahara. Moi, je veux dire, à 18 ans, là, j'habitais à 2 minutes du Sahara, là, tu sais, fait que c'était super intense comme demande, puis je me suis dit, retourner là avec cette optique-là, d'être entourée de 250 femmes qui font, là, tu sais, un rallye super sportif, je trouve ça hot. De l'Empower Woman à son meilleur. À côté, là. Non, mais à côté, fait que j'ai dit oui, je suis retournée. Ça a été difficile, excessivement difficile. J'ai été confrontée à plein de flashbacks qui sont remontés, des images que je pensais que j'avais extirpées en écrivant, en donnant mes conférences, en parlant avec le documentaire. Tu sais, j'ai fait le tour, là, puis je parle rarement de mon histoire. Moi, je parle de violence conjugale. Je sensibilise les gens à la violence conjugale, mais je parle très peu de moi. Tu sais, c'est rare que tu me vois en entrevue raconter, il m'est arrivé telle affaire. J'ai pas envie de ça. Mais la violence conjugale, c'est un sujet que j'ai envie, tu sais, de faire exploser, puis... Tu mets ta voix au service des causes. Ah oui, absolument. Mais, je pensais que tout était réglé. En prenant l'autobus, puis en faisant 2 jours de route vers le sud, vers le Sahara, les paysages qui changent, la pauvreté qui devient de plus en plus présente, les chiens errants que j'ai connus, les maisons, qu'est-ce que je faisais là? Moi, j'étais dans cette maison-là, là, enfermée, derrière barricadée, parce que les maisons sont barricadées, tu sais. T'as revu le même décor, finalement. J'ai revu le même décor, puis j'ai revu la petite fille, puis là, il y a des flashbacks qui ont popé, tu sais, des odeurs, le café, les mots, tout ça, c'est revenu. J'ai pleuré beaucoup. J'ai dansé dans le Sahara. On a popé du champagne. Les femmes qui faisaient le rallye, moi, je le faisais pas. Je les accompagnais pour faire briller la cause, tu sais, mais je les trouvais hot. Mais c'était très, très émotif puis très difficile physiquement aussi. Il faisait 55 degrés, tu sais. Fait que j'ai vécu du moins beau. Je pense que j'ai pleuré tout ce qui me restait à pleurer puis que je pensais pas qu'il me restait des choses à pleurer. Puis j'ai remplacé des mémoires du passé par du fun, par des femmes, par, tu sais, là, l'effet de groupe, par nos nouvelles histoires. Fait que ça m'a fait du bien. Maintenant, quand je pense au désert, je suis comme, non, j'y retournerai plus jamais, ça me tente plus. Been there, done that. Mais j'ai des nouvelles références. Ça, je trouve ça cool. T'as bouclé la boucle. Là. Totalement. Sur le projet, parce que t'as fait la suite, qui était plus une descente aux enfers, que t'as vécu après cette expérience-là. Il y a eu aussi la série. Il y a même, je pense, des gens sur les réseaux sociaux, qui étaient comme, tu sais, quasiment décroche du monstre, mais comment, tu sais, c'est pas... Comment tu réagis quand t'entends ça? Ça me fait chier. Pour vrai, là, je suis comme, really? Puis souvent, ça vient des femmes. Il y en a très peu. Mais quand j'ai reçu des commentaires comme ça, tu sais, récemment, là, sur Filles-Mères, tu sais, elle parle encore d'horreur. Pardon? Ben non, oui, mais si j'en parle pas, toi, t'en parles-tu? Qui va en parler? Fait que tu veux qu'on se taise puis qu'on n'en parle pas? Tu sais, ça me fâche
profondément parce que je suis un porte-étendard, parce que c'est pas facile, parce que je découvre des choses, je le fais éclater au grand jour, puis là, tu me reproches de parler d'horreur. Je fais plein de projets, là, ma série adaptée, Salut, bonjour, Rythme FM, j'ai fait l'été, j'ai fait plusieurs étés, j'ai fait l'hiver, où on est bubbly, où on est funny, tu sais, j'ai un côté de moi vraiment sportive, le fun, tu sais, puis on le voit dans mon premier flip qu'on a fait à la télé. Je veux dire, je parle pas juste d'horreur, mais s'il y a des sujets qu'il faut faire éclater au grand jour, je vais être la première à vouloir le faire. Fait que viens pas me le reprocher, ça me fâche. Que tu dises que je parle encore de mon histoire, non, je parle pas de mon histoire. Je parle de violence conjugale. Il y a eu 14 féminicides cette année, c'est un polytechnique au grand complet, là. Puis on est rendu quoi, là, tu sais, je veux dire, c'est énorme, là. C'est énorme cette année. Fait que tu veux qu'on n'en parle pas? C'est de ça que je parle parce que ça existe encore. Puis je suis une des seules à en parler. Tu sais, on est quelques-unes, mais tu veux que j'arrête d'en parler? Tu sais, c'est ça qui pour nos filles, pour notre futur. Fait que si on arrête d'en parler, ça va juste continuer. Fait que viens pas me le reprocher. Je suis au service des gens. Tu sais. C'est pas facile. Fait que on sent t'as-tu senti la hargne? Oui, mais au moins, c'est crédible. Mais on sent quand même que tu as une intention de faire œuvre utile. La violence conjugale, les filles mères, tu sais, bon, justement, ta série Handicapée. Est-ce qu'il y a un autre sujet de société qui Handicapé, c'est adapté. Adapté, excusez, pardon. C'est un gros lapsus que tu viens de faire. Ça montre que tu es à ta place. Tu m'as repris. Mais, tu sais, y a-tu un autre sujet de société auquel tu t'attaquerais? Oui, il y en a plein, plein. C'est ça, toi, que... Oui, il y en a plein. Mais oui, tu sais, j'ai un balado qui va sortir. On commence les tournages. Là, je suis trop loin dans tes questions. Non, ça c'est va. Bon, je check mon PC. Moi, je suis quelques heures dans la vie. Oui. Fait que le cordonnier m'a chaussé. Là, d'habitude, c'est moi qui anime puis qui interview. Non, mais c'est bon. T'es une bonne interviewée aussi. OK, ça marche. Oui. Tu connais ton sujet. Avec le balado, c'est des grandes entrevues où on fait éclater au grand jour des tabous. On va rencontrer une fille qui a vécu l'enfer des sugar daddy et de l'exploitation sexuelle. On va rencontrer une femme qui a été chimiquement droguée, en fait, violée. Soumission chimique, mais c'est une histoire épouvantable. On va parler de secte aussi, un homme qui est resté pris dans une secte. Tu sais, on fait éclater des gros sujets. Une femme aussi qui a toujours voulu mourir toute sa vie, tu sais. C'est des histoires qu'on connaît peu ou qu'on connaît pas assez. On en parle parce que je pense que nos micros, ça fait en sorte qu'on rentre dans le salon des gens, puis il y a peut-être une fille là, qui est prise là, par un proxénète, là, puis qui va comprendre là, ce que Marie-Ève est en train d'expliquer, là, puis qui va s'en sortir, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert aussi les micros, comme on fait aujourd'hui, ou comme, tu sais, moi je m'en sers pour faire œuvre utile, fait qu'à travers le balado, ben c'est encore une fois des sujets dont on parle très peu, on met la lumière dessus, puis je pense que de briser le silence, puis d'en parler comme de façon excessivement courageuse, comme mes protagonistes vont le faire, là, ça redonne la dignité, puis elles en parlent avec la tête haute, les épaules fières, puis ça me touche, parce que c'est pas à l'enfant qui a été victime d'une secte, là, de se sentir honteux, là. C'est pas à l'enfant qui a vécu de l'inceste de se sentir honteux, puis qu'on brise le silence, ça enlève du pouvoir à ceux qui nous ont fait du tort. Publiquement, c'est encore plus fort. C'est pas ton premier barbecue. On dirait que ça devient une expertise avec des séries documentaires sur la violence conjugale face aux monstres. Aussi, là. Ben, c'est ça, les femmes victimes d'injustice avec guerrières, les féminicides, femmes je te tue. On dirait que tu, tranquillement, délaisses une carrière peut-être plus de comédienne pour documentariste. C'est voulu? C'est ça qui se passe? C'est pas voulu dans le sens que, oui, c'est voulu parce que je fais le choix d'en faire quelque chose, puis ça sort de ma tête. C'est souvent mes idées originales, puis tu sais, j'approche un producteur, puis un diffuseur, puis go, on le fait, tu sais. Fait que ça part de moi. La comédienne qui a joué dans Indéfendable puis dans Mea Culpa récemment, je suis comme j'en rêve encore là, tu sais, parce que je fais ça depuis que j'ai 11 ans. À 11 ans, j'ai passé ma première audition, tu sais. Ça a toujours fait partie de moi. C'est pas que je l'ai délaissé, c'est que il faut que j'attende que le téléphone sonne parce que j'écris pas mes propres séries puis c'est vraiment long. Tu sais, je vais peut-être le faire un jour, mais se donner des rôles, c'est pas facile. Donc, puis j'attends pas à la maison que le téléphone sonne. Je fais quelque chose de ma vie, tu sais. Et je fais quelque chose au service de. Fait que c'est comme, c'est venu vers moi, puis je l'ai pris, puis j'ai continué. En même temps, je te dirais que c'est une fichue belle croisade, tu sais. Puis d'un autre côté, ça j'aime peut quasiment plus ça. Ben, ça peut être prenant, mais en même temps, je pense que tu sais, puis je trouve qu'il y a galvaudé l'expression faire œuvre utile, mais c'est tous des sujets. Totalement.
qui tire quand même un peu le débat vers le haut. Puis je dis pas que c'est futile jouer dans une série télé, ça doit être un esti trip quand même de jouer dans une série télé, mais là, mais tu t'attaques pas non plus à des documentaires ou des sujets funny, là. Fait que... Ben non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu joues, des fois, tu fais comme... Moi, j'ai eu... j'étais sur un plateau de tournage, puis à un moment donné, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je joue un personnage. Ça sert à quoi? Tu sais, je me suis quand même... Faites la réflexion quand tu deviens documentariste puis tu parles tellement à des gens qui ont des enjeux majeurs. Tu sais, des fois, le reste, ça prend un petit peu un côté funny, tu sais, un côté où tu te dis « qu'est-ce que je fais là? » Tu sais, tu comprends? Quand tu touches tellement à du rough, puis... Mais je pense que tout est correct dans la vie, tu sais. Il faut que j'aille du fun aussi, là. On t'a-tu déjà, tu flirtes-tu avec la politique, tout ça, d'aller pousser ces enjeux-là, ces dossiers-là? On m'a déjà demandé. Ouais, on m'a approché parce que j'ai une voix, j'ai une parole, puis je pense que je l'exprime bien, puis je suis capable de revendiquer des choses, mais ma place n'est pas en politique. En politique, je vais être prise avec des décisions d'un parti, et il va falloir que je suive, à moins que je sois chef du parti, puis même à ça, là, mais dans le sens que je pense que ma voix, elle est plus forte en tant que citoyenne. Il faut faire monter les gens, là, aux barricades, là, puis dans les rues, là, puis c'est comme, on sort tout le monde ensemble, là, on va toucher le gouvernement. T'sais, là, le gouvernement va nous entendre, comme on a fait de la marche, là, au mois d'avril, lorsqu'il y a eu tellement de féminicides en pleine pandémie, là, c'était une catastrophe. Bien, ça l'est toujours, mais on scandait haut et fort, pas une de plus, ça suffit avec nos banderoles, puis on était, là, des dizaines de milliers à marcher dans la rue. Bien, le gouvernement nous a entendus, tu sais. Fait que ça a comme, tu sais, on a pu faire un acte concret. Je pense qu'elle est là, ma place. Au-delà de la documentariste, j'entends une militante quand tu parles. Est-ce que tu l'as... Ça, c'est inné ou à un moment donné, c'était à cause des événements qui te sont arrivés? Non, puis mon fils, il est pareil. Tu sais, moi, j'étais petite, là, puis je traînais, j'avais un champignon à la place d'un cochon, là, où je mettais des scènes dedans, là, puis là, on allait à Montréal au Salon du Livre, puis là, je disais à ma mère, je vais amener mon champignon parce que je vais peut-être voir un itinérant, puis là, je vais choisir quelle personne, puis je vais tout y donner, tu sais. J'ai toujours été dans la justice et tout ce qui est injuste. Tu sais, il y a des enfants qui se faisaient intimider à l'école. Ben, j'allais vers eux puis ils devenaient mes amis parce que j'étais contre l'intimidation, tu sais, au primaire. Après ça, bon, j'ai intimidé un peu, là, tu sais, au secondaire, la jungle, tu sais, là, ça a été on and off. J'ai été intimidée, j'ai intimidé. Bref, tu sais, mais j'avais ça en moi, l'injustice puis le désir d'aider l'autre, puis de bien faire les choses. Ça. Tu fais référence au Salon du Livre, tu vas y être, j'imagine, oui, bientôt? 19, 20, 21, 22, c'est toutes ces dates-là, là, c'est sur mes réseaux sociaux. Je vais être là, j'ai 3 dates, puis 1h30 de signature à chaque fois. J'ai hâte de rencontrer les gens qui m'ont lu. Il y en a qui aiment ça, mais toi, cette espèce de rencontre-là avec les gens. J'aime le monde. Ouais, c'est ça. Oui, j'aime ça. Oui, ça me fait tellement plaisir. Les gens qui prennent le temps de m'écrire, ben je leur réponds. Tu sais, c'est donnant, puis on fait ce métier-là pour le public. Ben il faut honorer le public. Sans eux, moi, je fais pas mon métier. Fait que j'ai très hâte au Salon du Livre. J'adore ça. Fait que je te souhaite quoi? Tu me souhaites pour le Salon du Livre ou pour toute la vie? Pour le reste, là, t'en restes encore beaucoup là, devant toi. Là. C'est quoi ton... Pour vrai, ça a super bien été. On est dans les temps. Ben, tu me souhaites quoi? Du bonheur, de la joie, que les projets continuent, puis que de la santé avec ce qui se passe, mon père, ma soeur, de la santé surtout. C'est ça, ils sont malades là, présentement. T'as de la maladie dans ta famille. Oui, fait qu'on... Okay. Oui, on veut que. Ben, j'espère que le système va bien s'occuper d'eux autres, parce que sinon, tu vas t'occuper du système. Hey, hein? Tu parles à qui, là? Il est de malaise. Merci beaucoup. Merci.